Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on aborde de nouveau le sujet du cododo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, elle expliquait un petit peu notre choix. Je vous mets un petit lien pour retourner la voir si ça vous intéresse. Là, aujourd'hui, je vous parle des avantages, des inconvénients du cododo, puisque là, ça fait 1 an que je suis en cododo avec mon bébé. Je pense que je peux légitimement vous en parler. Et je vous en parle sur 3 axes. Le premier sont les premiers jours avec bébé. Le deuxième sont les premiers mois avec un bébé du coup qui n'a pas de motricité. Et le troisième axe, c'est le cododo avec un bébé qui est moteur, qui sait faire du 4 pattes, voire même qui sait marcher. Alors, juste avant de commencer, j'ai lu ce petit livre là qui s'appelle Partager le sommeil de son enfant d'Edwige Antier. Perso, il m'a rien appris puisque je connaissais déjà les infos qui étaient dedans parce que je les avais déjà lues ailleurs. Mais si vous n'y connaissez rien, ça peut être un bon début parce qu'il est très facile, très accessible et très petit. Donc même si vous n'êtes pas un gros lecteur, eh bien c'est vite fait. Hein. Franchement, c'est marqué gros à l'intérieur. Enfin, voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. C'est facile. Le cododo, le but de cette vidéo, c'est pas ni de vous convaincre, ni d'avoir un jugement, ni rien. Enfin, c'est juste de vous donner des infos, puis après chacun fait ses choix. Mais je voulais vous dire mon avis avec un peu de recul. Donc, on démarre avec les premiers jours. Les premiers jours en cododo, ça peut être perturbant pour les parents sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est le côté je vais peut-être faire du mal à mon bébé. Je trouve que l'adage si tu ne tombes pas d'habitude de ton lit, tu ne rouleras pas sur ton bébé est assez véridique et je pense que de la même façon où d'ordinaire vous ne faites pas n'importe quoi dans votre lit, vous avez un certain espace que vous connaissez, vous êtes capable de partager éventuellement votre lit avec votre conjoint, si vous avez un enfant, sans doute que vous avez partagé votre lit avec un homme à un moment, et, ou avec une femme d'ailleurs. Enfin, ça dépend. Voilà, partagez votre lit. Et puis, de toute façon, vous avez peut-être même partagé d'autres sommeils déjà d'avance, de base. Mais ça, on y revient après. Enfin bref. Vous avez déjà partagé votre espace de sommeil. Vous y êtes adapté. Vous n'avez pas écrabouillé les autres. Vous n'êtes pas tombé de votre lit. Si on vous met dans un lit plus petit, vous n'allez pas tomber non plus. Si on vous met un ballon de foot au milieu du lit, vous allez adapter votre sommeil au ballon de foot. Et bien, je vous assure que si vous mettez votre bébé à côté de vous, bien que l'angoisse de l'écrabouiller soit tout à fait entendable et que je la comprenne à tout prix parce que je l'ai moi-même ressenti, je vous assure que c'est surmontable, voilà, parce que vraiment vous allez avoir une vigilance de parents qui va faire que vous n'allez pas écraser votre bébé et que si toutefois vous vous approchez un petit peu trop de lui, vous allez sentir que vous entrez en contact avec lui, vous allez pouvoir vous rééloigner et que si toutefois à un moment, je sais pas, vous êtes un petit peu en train de peut-être le gêner dans quelque chose, et bien votre bébé aussi pourra lui-même faire un son, un bruit, quelque chose qui va attirer votre attention, qui va indiquer qu'il est gêné. Et comme vous êtes très en promiscuité avec lui, et bien vous allez l'entendre et vous adapter. Donc c'est surmontable, c'est une crainte entendable, mais pas tout à fait réaliste. Deuxième problématique qu'ont les parents en général dans les premiers jours, c'est de savoir s'adapter au fait que justement une nouvelle personne dorme à côté avec parfois du bruit, puisqu'un bébé peut faire pas mal de petits bruits pendant qu'il dort et ça peut perturber beaucoup les mamans, papas qui se disent que ils s'habitueront jamais à ce bruit à côté d'eux parce que ça gêne trop leur sommeil. Alors je comprends pareil que ça puisse perturber dans un premier temps puisque c'est nouveau, mais vous allez vous y habituer aussi de la même façon que vous avez pu vous habituer à dormir avec un conjoint qui peut-être ronfle ou quoi. Et du coup c'est pareil, c'est une question d'adaptation qui va forcément se faire puisque vous n'allez pas rester des nuits et des nuits et des nuits à écouter votre bébé grogner, chouiner ou je ne sais quoi. Vous allez au début être interpellé par ces bruits puis votre oreille va savoir différencier les bruits normaux, habituels, des bruits d'appel de votre enfant et vous alliez devenir uniquement sensible aux bruits qui indiquent que votre enfant a besoin de vous. Par ailleurs, naturellement, vous allez vous synchroniser au niveau du sommeil. Et surtout si vous allaitez, en fait, entre votre enfant et vous, il va y avoir vraiment
une synchronisation qui va se créer de sorte que vous allez être ensemble dans les périodes de cycle un petit peu plus légers, de façon à ce que les réveils de votre enfant ne vous tirent pas d'un sommeil profond et vous tirent uniquement d'un sommeil léger, de façon à ce que ce soit plus facile pour vous réveiller. Et de la même façon, si vous allaitez aussi, votre enfant, par les hormones qu'il va vous faire sécréter lors de la tétée, va vous aider à vous rendormir. Donc, ces deux craintes, je pense que si vous laissez quelques temps, peuvent rester derrière vous et que vous pouvez tout à fait vous sentir confortable et en sécurité dans un sommeil partagé avec votre enfant. Sachant que le sommeil partagé, il y a quand même plusieurs façons de le faire, hein. C'est pas obligatoirement non plus partager le même matelas. Ça peut être deux matelas au sol qui sont bien différenciés, ça peut être le même matelas, et à ce moment-là je vous encourage à en prendre un grand 180, ça peut être un lit parental avec un side bed, donc un petit lit bébé à coller, ou alors un lit à barreaux dont la barrière a été descendue, auquel cas il faut faire attention au niveau des matelas, aux trous éventuels entre les deux, enfin voilà. Et puis ça peut être aussi tout simplement que le bébé est dans son lit, un peu à distance du vôtre, mais dans la même chambre. Ça reste quand même une forme de cododo, il faut le savoir. Voilà pour les craintes un petit peu des premiers jours, mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus rassurant pour les parents quand ils rentrent de la maternité d'avoir leur bébé pas loin, parce que c'est aussi assez anxiogène, je trouve, quand on a un bébé tout petit, d'aller le mettre ailleurs dans la maison et de pas avoir de visibilité sur ce qui se passe pour lui, parce que on s'occupe de son enfant le jour, ça ne nous viendrait pas à l'idée de le mettre 4 heures quelque part sans le surveiller le jour. Et du coup, pourquoi on le ferait la nuit? Pour se reposer, ok, mais le problème c'est que le bébé, dans un premier temps, a besoin de nous le jour et la nuit. Donc il faut trouver quelque chose qui nous permette de nous reposer, mais ne nous met pas non plus dans une situation de laisser notre enfant livré à lui-même. D'ailleurs, il y a pas mal de cultures qui sont assez surprises de cette façon de faire assez moderne, industrialisée, occidentale, ce qu'on veut, de cette façon de faire, de mettre un bébé tout seul quelque part pendant autant de temps d'affilée. Il y a pas mal de cultures qui sont assez surprises. D'ailleurs, je voulais vous lire cette phrase. C'est la phrase du début du bouquin. Elle est où? Ah oui. C'est tiré, a priori ça a été écrit par José Luis San Pedro dans Le sourire étrusque. Et alors ça dit: c'est là qu'il dort le petit, et devant l'acquiescement muet il insiste. La nuit aussi? Mais il explose d'indignation. Ça veut dire qu'ici, à Milan, les tout petits ne dorment pas avec leurs parents? Mais qui est-ce qui s'en occupe alors? Donc j'ai bien aimé ce petit passage, je trouve ça super drôle. C'est vrai qu'il faut s'en occuper en fait des bébés la nuit, ils ne cessent pas d'exister et il peut leur arriver tout un tas de choses. Donc perso, je trouve que c'est rassurant et je trouve que c'est plus pratique parce qu'on va vite déterminer les besoins de l'enfant. Il chouigne un tout petit peu, il a besoin d'aller au sein, hop, on est hyper réactif. Il chouigne un tout petit peu parce qu'il a fait caca, on a entendu qu'il avait fait caca, on est super rapide à lui changer sa couche, on n'attend pas qu'il ait un érythème fessier pour s'inquiéter de savoir s'il faut peut-être être un petit peu plus rapide. On entend qu'il est un petit peu gêné, tac, on le fait vite faire un rond, il se rendort et on n'a même pas eu à vraiment se réveiller, tout s'est fait dans un demi-sommeil, alors que s'il est je sais pas où et qu'il faut qu'il aille hurler pour qu'on vienne, non seulement lui est vraiment réveillé, mais nous aussi. Je trouve que c'est un petit peu dommageable à tout le monde, et pour un peu qu'on ait d'autres enfants dans la famille et qu'on ne veuille pas les réveiller, je trouve que ça peut aussi être pratique. Enfin, en tout cas, nous, ça rentrait dans nos critères. On passe ensuite aux premiers mois. Donc les premiers mois, ça va revenir un petit peu à ce que je viens de dire. C'est pareil, c'est une question de confort. À partir du moment où on est sur un allaitement, je pense que ça joue beaucoup. Un allaitement à la demande, donc où on a décidé de donner le sein autant qu'il le voulait à bébé la nuit, et où le bébé n'a pas encore de motricité, et ben ça reste dans la lignée des premiers jours. Le bébé est à côté de nous, on le met au sein, on se rendort, etc.
On peut adapter notre position pour dormir dans des positions parfois un petit peu inconfortables, à savoir souvent sur le côté. On peut dormir du coup en donnant le sein, il faut le savoir. Vous mettez un coussin dans votre dos. Moi j'utilise un coussin d'allaitement qui repasse sous ma jambe. Enfin j'utilisais puis maintenant, mais j'utilisais un coussin qui allait dans mon dos et sous ma jambe. Et bébé, je lui mettais aussi un petit coussin dans le dos et une petite serviette roulée devant lui au niveau de son ventre qui descendait aussi jusqu'à ses jambes. De façon à être sûre que bébé ne bouge pas, que je ne bouge pas. Et du coup je le mettais, hop, on s'installait, je le mettais au sein. Et puis après, il pouvait faire ce qu'il voulait puisque moi je me rendormais et je le changeais juste de côté et je changeais l'installation de côté quand il y avait besoin de changer de tété. Et ceci pendant du coup pas mal de mois jusqu'à ce que mon bébé ait suffisamment de motricité pour faire démarrer un petit peu ses roulades et juste se mettre sur le ventre. Et en fait, à partir du moment où il a fait ça, je l'ai laissé dormir sur le ventre et puis moi je m'éloignais. Et voilà, dès que je sentais qu'il avait fini de téter, je roulais un peu plus loin dans le lit et je dormais un peu plus de mon côté. Voilà, voilà pour les mois suivants, sachant que du coup ça a l'avantage, je trouve, de protéger le sommeil de toute la famille. Nous, ça protégeait le sommeil de bébé qui n'était jamais vraiment complètement réveillé, qui a réussi à faire des nuits du coup de 12 heures d'affilée avec plein de réveils. C'est vrai, mais des réveils semi-réveils. Il était juste dans un sommeil léger. Il tétait, il se rendormait. Ou il faisait un row, il se rendormait. Et ça a protégé mon sommeil, puisque moi j'étais couchée. Donc je trouvais que c'était assez confortable. Ça a protégé le sommeil du papa qui n'avait quasiment jamais rien à faire. Et le sommeil du grand frère qui a un sommeil léger. Et rien qu'en entendant chouiner son frère, des fois, il s'agitait un peu. Pourtant, il n'est pas dans la même pièce, mais je l'entendais dans une pièce adjacente. Et du coup, il se retournait un peu dans son lit. Donc je pense que si son frère avait vraiment été au hurlement, ça aurait été un bon réveil. Et d'ailleurs, c'est arrivé occasionnellement. Et à ce moment-là, mon grand Enzo se réveillait complètement. Et il fallait aller le voir et lui dire, tu sais, c'est ton frère, il est encore petit, etc. Blabla. Et attendre qu'il se rendorme. Bon. Il se rendormait assez vite, j'ai pas à me plaindre, mais n'empêche que je préférais le savoir aussi dans un sommeil agréable, confortable et pas lui imposer des réveils. Donc ça a cet avantage, je trouve, dans les premiers mois. Et ça a par contre l'inconvénient peut-être de devoir partager un espace qu'on estimerait à nous, d'où l'intérêt des différentes adaptations que je disais tout à l'heure, voilà, de penser au confort de la famille quand on fait l'installation, de peut-être positionner le lit d'une certaine manière, des coussins d'une certaine manière, etc. Et puis d'être toujours dans quelque chose qui convient le mieux à l'ensemble de la famille, de bien savoir pourquoi on le fait, afin que ce ne soit pas un sujet de discorde, parce que c'est vrai que une des questions qui peut peut-être poser problème assez vite, c'est de savoir la place du couple dans tout ça. Donc je trouve que le couple n'est pas obligé pour être un couple de forcément dormir toujours ensemble. D'ailleurs, il y a plein de configurations de couples qui font qu'ils ne dorment pas ensemble toutes les nuits, toute l'année. Il y a moult raisons à cela. Il y a aussi pas mal de cultures où les hommes et les femmes ne dorment pas toujours ensemble à partir du moment où il y a un bébé. Et je pense que ça n'enlève pas forcément de choses au couple, mais ça c'est à l'appréciation de chacun. À mon sens, il est tout à fait possible d'avoir des temps de sommeil séparés et des temps de couple en parallèle. C'est juste une réorganisation à faire et une acceptation à avoir de la part du couple, en fait, de la femme et de l'homme. Bien entendu, si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, ça ne se passera pas bien. Donc il faut accepter cette idée que pendant quelque temps, j'ai bien dit pendant quelques temps, c'est pas définitif, vous allez peut-être dormir d'une manière différente avec votre conjoint, parce que soit il y a vous deux et le bébé, soit il y a juste vous, maman et bébé, et papa va dormir un petit peu ailleurs parce que c'est plus pratique ou je ne sais quoi, et du coup ça change un petit peu la donne au niveau lit conjugal, relation des parents, etc. Mais je pense que quand on est jeune parent, il est rare qu'on fasse l'amour comme des fous toutes les nuits. Donc je pense qu'on peut tout à fait se ménager des temps pour avoir des temps ensemble, voir de la sexualité, voir ce qu'on veut. Pour avoir ce temps-là, c'est tout à fait possible, mais il faut le faire en parallèle du temps de sommeil
qui est un temps du coup où bébé est présent. Voilà, c'est forcément du coup un petit peu différent, mais pas impossible. Dernier point, les mois suivants, à partir du moment où bébé a de la motricité. Alors quand bébé commence à faire pas mal de roulades, il faut savoir qu'il a tendance souvent à se mettre en H. C'est-à-dire qu'il y a maman et bébé se met perpendiculaire à maman, soit avec papa à côté, ce qui fait vraiment le H, soit avec un coussin ou alors un autre élément du lit à côté, ce qui fait aussi un H. Et il dort comme ça. Et du coup, ça peut faire un petit peu bizarre au début, mais c'est courant, c'est lié au fait qu'il aime à la fois le contact voilà, humain, donc il cherche à être proche de vous, et à la fois à avoir des limites corporelles. Vous avez peut-être déjà remarqué ça avec un bébé qui dormirait dans un lit ou quoi. Il a tendance à aller coller sa tête quelque part pour sentir la limite et se sentir un petit peu contenu. Donc là, sachez qu'il aura tendance à se mettre comme ça et à aller coller sa tête vers vous ou ses pieds vers vous. Une fois qu'il devient un petit peu plus moteur encore et qu'il commence à savoir faire du 4 pattes, moi j'avais l'appréhension qu'il s'en aille dans la nuit, mais non. La vigilance du parent fait que bébé ne va jamais très loin parce qu'on s'en rend très très vite compte quand bébé fait un mouvement de forte amplitude, assez anormal. Donc on le récupère très très vite et franchement le nombre de fois où je l'ai récupéré, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Ça n'est pas arrivé si souvent parce que la majeure partie du temps il dort, il ne fait pas de la motricité la nuit. Mais c'est vrai que du coup il y a eu une période où il a été quand même assez mobile dans le lit. Mais cette mobilité ne rend pas son sommeil dangereux puisque justement il est mobile, donc si quelque chose le gêne, eh ben, il pourra vite se défaire du truc ou alors il râlera pour que vous l'aidiez à se défaire du truc. Et puis quant à tomber du lit, c'est vrai que je pense que là, quand on arrive sur cette étape-là, si bébé est sur notre lit, à nous, c'est le bon moment pour assurer sa sécurité en descendant les matelas au sol ou en aménageant des barrières de lit adultes. Quand il devient encore plus moteur, je craignais que ça se complique encore et finalement ça s'est simplifié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où bébé avait bien exploré sa motricité et a su marcher, finalement il est resté plus immobile dans le lit que d'habitude. Parce que il a bien compris la différence entre je suis en train de faire des choses dans la journée, je suis en train de dormir la nuit. Donc le seul truc qui fait qu'il est un petit peu nouveau, c'est de se lever en même temps que moi. C'est-à-dire que d'habitude, il était dans le lit, je me levais, j'ouvrais les volets, etc. Et lui, là, dès qu'il me voit me lever, il enjambe les coussins et il sort du lit également. Et il est très rapide pour le faire. Donc voilà, après je le récupère et puis je vais le changer. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai à peine ouvert les volets qu'il est déjà en train d'évoluer dans la pièce, dans la pénombre. Donc à chaque fois, ça m'impressionne de voir comme il est vif au réveil à partir comme ça, mais c'est pas très très dérangeant, vous en conviendrez. Donc voilà, c'est pas des gros obstacles, le fait que bébé soit moteur. Vraiment le seul aménagement, le seul truc qui change, c'est de devoir mettre le matelas au sol. Nous on l'a fait, on s'y habitue bien et voilà, on remettra le sommier quand bébé ne dormira plus ici, sachant que on l'endort toujours au bras, mais qu'il commence là à 1 an à envisager, et ça se voit dans son comportement, d'aller se coucher de lui-même. Donc parfois il s'allonge, voilà, il grimpe dans le lit et il s'allonge de lui-même, l'air de dire je vais dormir. Mais pour l'instant il s'endort pas comme ça, il s'endort par le bercement et on ne le pose qu'une fois qu'il dort. L'avantage de tout ça, je trouve que c'est quand même de renforcer le lien d'attachement. Ça crée cette promiscuité, cette vivacité à répondre à ses besoins, ça crée un attachement plus fort. Et du coup, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'attachement, pareil, je vais vous mettre un petit i. Parce que l'attachement, c'est pas une mauvaise chose, il faut pas chercher à tout prix à se détacher de son bébé, à mon sens en tout cas. Je pense que l'attachement, c'est quelque chose qui va aider l'enfant à grandir et pas qui va lui nuire. Donc faites-vous votre opinion par vous-même. Regardez la vidéo dont je viens de vous parler pour en savoir un petit peu plus sur cette notion-là, si c'est pas une notion que vous connaissez. Et puis dites-moi vos expériences de cododo, si vous en avez. Dites-moi le regard aussi extérieur, parce que je pense que ça joue beaucoup, surtout sur un cododo long comme ça. Le regard extérieur commence à se faire de plus en plus jugeant. C'est normal, puisque, comme je le disais au début, c'est culturel.
Faut savoir que quand même, plus de la moitié de la planète dort avec ses enfants. Donc si on regarde, finalement, on est majoritaire. Et puis, beaucoup de parents qui disent ne pas cododoter, cododotent finalement, au moins pour partie de la nuit, souvent vers la fin. Ils prennent leur enfant finalement à partir de 4h, 5h, 6h, ça dépend. Et puis, ils cododotent aussi quand l'enfant est malade, ou alors ils cododotent quand ils sont en vacances. Enfin, finalement, ils disent qu'ils ne cododotent pas, mais ça peut arriver qu'ils le fassent. Comme quoi, c'est pas non plus si absurde. Et puis, ça dépend des civilisations. En Afrique, beaucoup de cododo. En Asie, beaucoup de cododo. Il ne faut pas associer ça à de la précarité, puisque le Japon, c'est pas un pays précaire et c'est un pays qui cododote beaucoup. J'ai appris récemment qu'en Chine, on cododotait beaucoup aussi. Et dans des pays aussi nordiques, on cododote pas mal, et pas par manque de moyens, mais vraiment par conviction. Donc je pense que libre à chacun d'aménager les choses comme il le souhaite. J'espère par cette vidéo vous avoir aidé à vous projeter dans du cododo si c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis je vous laisse partager vos avis, vos expériences, vos commentaires juste en dessous. Je serai ravie de les lire et puis d'y répondre si besoin. A très vite pour une prochaine vidéo.